Bonsoir, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Africab Télévision, la chaîne du continent. Et merci de nous recevoir chez vous pour ce premier numéro de votre nouvelle émission, À votre avis. À votre avis est un espace de débat sur des sujets d'actualité et de société qu'Africab Télévision a décidé d'ouvrir pour vous le vendredi soir. Alors, le concept de l'émission est le suivant. Nos reporters vont recueillir vos avis par un micro-trottoir chaque semaine de Dakar à Kinshasa. Ce micro-trottoir va être diffusé sur nos antennes de lundi à jeudi. Et le vendredi, moi, j'ouvrirai le débat avec mes invités à partir des avis que vous aurez émis. Vous pouvez participer à l'émission en nous téléphonant votre avis au numéro 00223 44 20 80 80 ou en envoyant un SMS au 00223 74 22 59 73 ou par mail à votre avis@africabtelevision.com. Ce soir, je reçois pour notre émission Monsieur Gakou, Kissima Gakou, qui est professeur des universités, et Monsieur Makan Keita, dit Vieux Makan, qui est président de l'association sportive de Korofina. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Avec nos invités, nous allons aborder en première partie d'émission l'intervention militaire internationale au Mali. Puis, dans un second temps, nous aborderons la question de la fonction sociopolitique et économique du football. Et dans la troisième et dernière partie, nous allons recevoir les questions que vous aurez posées à nos invités par téléphone et auxquelles ils se feront un plaisir de vous répondre. Voilà, sans plus tarder, quel est votre avis sur l'intervention militaire internationale au Mali? Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à suivre ce micro-trottoir. Que des terroristes, à la limite même, prennent en fait le contrôle de toute une région qui fait 2 fois presque le Sénégal, ça mérite vraiment en fait une attention, toute l'attention de la communauté internationale. Comment juger cette intervention militaire au Mali? Je pense que, pour moi, elle est de bon augure. C'est-à-dire, pour un premier plan, il fallait sauver un État. La manière de cette intervention, c'est là qu'on peut réfléchir autour de cette manière. Et parce que les États sont souverains, les États doivent normalement se défendre eux-mêmes. Quelque part c'est bien, mais ce qui est écœurant parce que c'est la même chose avec nous au Congo ici, à M23. Mais l'engouement de l'intervention n'est pas pareil. J'ai sens un rejet sur la RDC par rapport au Mali, par rapport à l'intervention française. J'approuve franchement l'intervention de l'armée française. Quoi qu'on dise, ici on a l'impression que c'est une colonisation, une manière de coloniser encore l'Afrique. L'intervention militaire est arrivée à point nommé, parce qu'il y a eu beaucoup de tentatives de dialogue, beaucoup de concertations qui n'ont pas abouti, et donc je crois qu'il était temps que cette intervention se mène pour éviter que la crise ne perdure au Mali et ne contamine toute la sous-région. Voilà quelques avis, messieurs. Alors, la première question que je vais vous poser est la suivante. Le constat qu'on peut faire désormais est qu'il y a une quasi-unanimité de l'opinion malienne, de l'opinion africaine et de l'opinion internationale en faveur de l'intervention internationale militaire au Mali. Comment est-ce que, M. Gakou, vous pouvez expliquer cette adhésion massive à la guerre contre les envahisseurs du nord du Mali? L'unanimité, à mon avis, découle même de la nature
du danger que nous avions connu, qui est le djihadisme international, le terrorisme international et, si vous voulez, les grands réseaux, les grands groupes transnationaux criminels qui, en franchissant qu'on a, ont délibérément montré leur volonté de détruire l'État malien. D'accord, Monsieur Keita, vous avez un point de vue sur cette question, cette unanimité où vraiment on a entendu de partout, à partir du moment où les hostilités ont été déclenchées, de partout, tout le monde a dit « Ok, c'est bon que l'intervention militaire internationale soit déclenchée ». Non, je ne souhaiterais surtout pas reprendre M. Gakou qui s'est de long en large prononcé sur la question. Il a dit, c'était de très bon augure. Et moi, peut-être c'est des regrets que j'ai à ce niveau-là. C'est ce que ce fut tardif, un peu par notre faute à nous, pas par la faute de nos partenaires, et beaucoup de tergiversations de nos politiques, en tout cas de nos dirigeants. Et ça, j'ai pas trop bien compris. Il y avait population en danger depuis le départ. Et pendant ce temps, les querelles byzantines n'ont pas manqué au Mali pour dire oui ou non, il faut faire appel à la communauté internationale. Alors que, je suppose, nous autres, ça nous a surpris en tant que civils et à politique. Ça, le monde politique, je peux vous dire, on va en parler, tout le monde en parle, tout le monde en fait. Sinon, étant ignorant de la chose politique, c'est nous autres qui auraient dû être surpris parce qu'on ne connaissait pas l'état réel de nos forces armées. Mais ceux qui le savaient très bien que nous pouvons guère rivaliser avec ceux-là qui attaquaient ce pays-là, qui nous est très cher, qui est le nôtre. Et donc, depuis ce moment, on aurait dû accepter l'aide extérieure. Et bien nous en a pris d'ailleurs, sinon aujourd'hui nous ne serons pas sur ce plateau-là. Et voilà, il n'y a qu'à prier Dieu qu'on puisse recouvrir l'intégrité de notre territoire et que nous reconstruisons notre armée. Que nous ne savons pas en si mauvais état, en état de déliquescence. Oui, d'accord. Alors là, nous avons constaté l'unanimité de l'adhésion à la guerre, mais dans ce concert d'approbation, on a quand même entendu quelques voix discordantes, notamment du côté du Qatar, qui est un pays suspecté à tort ou à raison, mais avec insistance, de connivence avec les djihadistes, notamment à travers certaines ONG caritatives, mais nous avons entendu aussi le président égyptien, Morsi, nous avons entendu la Tunisie, et même une organisation telle que l'Organisation de la coopération islamique, qui s'est opposée à cette intervention. Du côté du Golfe, là c'est plutôt un silence assourdissant que nous avons entendu du côté de certains pays. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quel décryptage, quelle lecture vous faites de ces postures de pays qui partagent avec le Mali la même religion? Monsieur Gakou? Oui, merci. En fait, quand vous dites qu'on partage la même religion, vous savez, il y a quand même, dans l'islam, il n'y a pas des sectes, mais des courants de pensée. Vous savez que l'islam qui est pratiqué chez nous ici, c'est un islam tolérant, millénaire, qui s'est assis un peu sur le socle culturel qui était la nation malienne. Et malheureusement, certains pays musulmans, si vous voulez, par solidarité islamique, devraient être tentés d'appuyer même sur un plan purement symbolique la situation, mais bon, on a le constat qui est là, mais ceci dit, il y a d'autres qui quasiment ont montré une volonté, si vous voulez, de modifier l'islam pratiqué au Mali, carrément par l'idéologie salafiste qu'ils ont plus ou moins encouragé, ou en tout cas aidé. Et ça, je pense qu'il ne faut pas le méconnaître. Mais de manière générale, il faut savoir que les relations entre les États sont fondées sur des considérations qui transcendent les seules affinités religieuses. Et
j'ai rarement, on ne connaît pas, en tout cas dans le monde moderne, des relations d'État à État qui aient fonctionné jusqu'à un seul opérationnel sur la seule base, si vous voulez, du partage de l'islam en commun ou même d'une religion quelconque. Oui, mais docteur Gakou, est-ce que ces pays-là que je viens de citer ou cette organisation que je viens de citer a des intérêts particuliers qui font que l'intervention militaire au Mali est un problème pour eux? Bon, je ne peux pas dire qu'ils ont des intérêts particuliers, mais je constate simplement qu'ils font partie du monde et évidemment, ils ont une appréciation de leur intérêt dans le monde. Peut-être pour eux, l'enjeu malien n'était pas de nature à susciter une réaction. Eh bien, ça c'est leur liberté, c'est leur appréciation. Mais de façon, si vous voulez, de façon terre à terre, il y a ce qu'on appelle la Oumma islamique qui, généralement, fait montre de solidarité, ne serait-ce, comme j'ai dit, de façon symbolique, lorsque un État frère se retrouve dans des situations difficiles. Mais, vous savez, c'est des choses qu'on ne peut pas savoir de manière flagrante, on se contente de les noter. Et de la même manière que d'autres ont agi favorablement, ils ont réagi, ils ont apporté des concours, ils ont dénoncé, mais c'est pas tout le monde. Très bien. Je vais maintenant vous lire à tous les deux un extrait du discours que le président Dioncounda Traoré a prononcé à Addis Abeba il y a 5 jours. Et je vais vous demander à chacun de vous de réagir par rapport à cet extrait que je vais lire. Je cite, « Et parce que la peur a changé de camp, voici que des voix crient à la croisade contre l'islam. Voici qu'elle ramène notre combat pour la liberté, la dignité et la paix à une guerre par procuration de l'Occident contre des musulmans sans défense. Qu'on nous dise pourquoi personne n'a entendu ces voix au moment où le Mali, pays musulman à 95%, avait besoin de la compassion et de la solidarité de ses frères en islam. Qu'on nous dise où étaient les donneurs de leçons qui n'ont pas entendu les sanglots de la petite Aïcha, violée comme beaucoup d'autres, sous la menace des armes. Où étaient donc ces voix lorsqu'à Aguelok, des soldats de l'armée régulière malienne étaient égorgés par dizaines voici 1 an. Qu'on n'ajoute pas de grâce l'injure à la blessure. » Fin de citation. Vos commentaires, messieurs? Ben, je pense que ce sont des propos très pertinents dans la bouche du président malien qui est dans une guerre qui lui a été imposée. En fait, je pense qu'il réagit un peu par rapport à une certaine agitation dans les milieux humanitaires qui ont commencé à donner de la voix. Et seulement maintenant, c'est-à-dire que le président souligne une dissymétrie qui est incompréhensible, parce que s'il s'agit des violations des droits de l'homme, il y en a eu aussi bien en amont, et surtout d'ailleurs en amont, de la période actuelle. Mais effectivement, à cette période-là, personne, c'était comme si ça ne se faisait pas sur une planète commune. Et là, il a raison de souligner ça. Je pense que les défenseurs des droits de l'homme gagneraient beaucoup à avoir des discours équilibrés et à mieux renseigner un peu, de manière impartiale leurs propos, leurs discours. Très bien. Monsieur Keita? Bon, comme M. Gakou l'a dit, les humanitaires, certains humanitaires, aujourd'hui, s'épanchent sur les exactions que l'armée malienne aurait, selon eux, perpétuées. Mais ce que je veux dire, est-ce que là encore, ce n'est pas, disons, une fois la preuve encore
de l'agence de diplomatie du Mali en la matière, parce que à partir d'un certain moment, moi je me suis rendu compte que ces djihadistes, je dis pas les Touaregs, hein, sinon entre nous les Touaregs c'est nos frères, et moi on n'a jamais été habité par une histoire de peau blanche ni de peau claire au Mali, ça je crois pas un mot. Je crois pas un mot parce qu'au quotidien, j'en fréquente tellement les Touaregs qui sont de bons amis à moi, que je ne pense pas un seul instant que tous les Touaregs sont de ce bord, à part quelques bandits armés bien entendu. Alors, il est temps que nous communiquons. Ça, là, lui communique diplomatiquement le président, et en disant, c'est bien de dire aujourd'hui que certaines personnes veulent dire qu'il y a des exactions. Il y en a eu avant, comme Gakou l'a dit, mais même actuellement, les preuves ne sont pas encore données qu'il y a de réelles exactions sur des Touaregs, mais ça peut exister, hein, vu les rancœurs et les amertumes, comment dirais-je, encaissées. Donc quelques personnes peuvent s'adonner à ça, c'est tout à fait compréhensible. L'histoire de toutes les guerres nous l'ont montré. Le Mali ne ferait pas exception à cela. Mais je dis une fois de plus qu'il est important que notre diplomatie soit plus active. Il y a certaines personnes d'ailleurs telles que Mme Aïdara que j'ai vu sur le plateau hier, qui sans être du corps diplomatique, mais jouant à fond son rôle de l'élu d'État, qui fait du lobbying par rapport à ces problèmes-là. Il y a d'autres tels que Mme Sek Sall qui le fait, mais je parle de ceux-là même qui ont en charge structurellement la diplomatie malienne. On doit les entendre, ils doivent être beaucoup plus actifs à l'instar de ces différentes dames. Je crois qu'il y a une autre dame aussi à Paris, là, dont je ne me rappelle pas le nom. Voilà des personnes qui essaient de faire du lobbying, essaient sur le plan médiatique de montrer que en réalité il n'y a aucun problème d'ordre. À la base, en tout cas, tout au moins, les problèmes d'ordre ethnique peuvent exister partout, du sectarisme un peu partout, mais pas en ayant atteint ce degré gravicisme. Donc, il essaie de faire montrer que derrière l'agissement des djihadistes, ça répond à d'autres desseins. Très bien. Par contre, je voudrais bien ajouter que M. Diko, le président du Conseil islamique, l'a si bien dit, dorénavant le Mali sait et connaît qui c'est ses amis, pour répondre un peu à ce que vous avez dit sur le Qatar. Nous connaissons nos amis dorénavant, et les amis on en a partout, hein, que ce soit des musulmans ou des non-musulmans, on en a partout, aussi bien voilà, et tout comme on a des ennemis, parmi aussi certains de nos frères musulmans. L'histoire du Qatar et de l'Égypte le montre à souhait. Oui, mais Monsieur Gakou, nous savons que les mines d'uranium du Niger exploitées par Areva ne sont pas très loin du champ de bataille. Il y a beaucoup d'informations qui tendent à dire que le sous-sol malien dans la partie qui est disputée recèle aussi de beaucoup de richesses. Alors, est-ce que du point de vue géostratégique, les intérêts strictement français n'ont pas pesé dans la décision du président François Hollande? On ne peut pas l'écarter, mais comme je vous le disais, aujourd'hui, c'est difficile de séparer les intérêts, c'est-à-dire d'un côté les intérêts français, de l'autre les intérêts maliens, les intérêts nigériens. Il y a dans la situation actuelle une concentration, si vous voulez, d'intérêts croisés qu'il faut bien lire. Je ne pense pas que, au nom de ces seuls intérêts, bien sûr il y en a, pas le nier, je ne pense pas qu'au nom de ces seuls intérêts, la France aurait osé décider une intervention militaire d'une telle envergure à 2500 km de ses frontières. Elle mesure toute la gravité de la décision qui a été prise. Et à mon avis, sans doute, l'intérêt disons, on va dire, quand l'intervention, elle va avoir des bénéfices, c'est-à-dire, elle va avoir des buts. Hein. Des buts, le premier but, c'est de préserver le Mali. Alors ça, c'est pas l'intérêt forcément de la France, c'est aussi l'intérêt du Mali. Même si la France a intérêt que le Mali existe. Donc, il faut voir qu'il y a, dans ça, il y a un croisement des intérêts internationaux
qui se retrouvent dans l'enjeu malien. On va devoir s'arrêter ici pour le premier thème. Malheureusement, le temps nous est imparti. Je voulais bien répondre sur ça. Bon, alors très rapidement. Très rapidement. Oui. Non, moi je pense sincèrement que nous pourrons penser les plaies à temps. Je crois au génie malien, je crois au côté très religieux des Maliens, parce que il faut savoir pardonner également, la religion le dit. On se réconciliera, ça je n'en doute pas. Le seul danger pour moi, c'est les hommes politiques, une fois de plus, qui sont capables d'exacerber de nouveau en manipulant à des fins politiques, qui sont capables de, comment dirais-je, prendre de mauvaises décisions, et de mauvaises décisions prises, hein, lorsque l'on voit le fait qu'on ait accepté à l'accord d'Alger de laisser une partie de nos territoires sans protection, sans armée. C'est comme un père de famille qui laisse une partie de sa famille sans pourtant le contrôler. Mais ceci dit, je crois que ces erreurs anciennes ne seront plus de mise, et nous pourrons réconcilier nos plaies. Quant à la France, moi je dis une fois de plus, il faut plutôt ne regarder que le côté amical de la France. Les intérêts, qu'ils aient des intérêts dans le nord du Mali. Quoi de plus normal? Ce Mali, nous l'avions, depuis l'indépendance, le nord du Mali est bien désert, on ne l'exploite pas. Mais écoutez, aujourd'hui nous sommes dans le milieu des affaires. Si la France est prête à venir l'exploiter, pourvu que nous ayons en retour des dividendes, je ne vois pas pourquoi nous refuserons. Merci M. Keita. Nous allons passer à la deuxième partie de notre émission après ce jingle. Voilà, la Coupe d'Afrique des Nations de football se tient en Afrique du Sud depuis le 19 janvier et comme c'est souvent le cas, l'opinion africaine est totalement accaparée par ce phénomène. Les foules sont en liesse ou elles sont en détresse en fonction de la victoire ou de la défaite de leur équipe nationale. Pendant la CAN, le temps suspend son vol et semble-t-il nos problèmes avec. Mais est-ce vraiment le cas? Avant d'en discuter, je vous invite à suivre ce micro-trottoir. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour... Donc toi, en ce moment, c'est une période de jouissance. Des jouissances et tout, donc c'est tout à fait normal. On peut oublier tout ce qui est notre souffrance, tout ce qui est nos problèmes et tout. Donc, jusqu'à ce que la CAN va passer et tout. Et puis on reviendra sur les problèmes qui se posent dans notre pays et tout. Je pense que oui, les gens ont besoin de voir autre chose pour aller quand même au-delà de cette souffrance. Les 90 minutes de football font souvent oublier aux gens leur stress et tous leurs problèmes. Ben oui, le football peut parfaitement lutter contre la pauvreté puisque le football peut être vu comme une activité économique puisque dans le football, il y a des entreprises sportives, il y a tout ce qu'il y a autour de toute l'activité économique qu'on peut développer autour du football, la communication, les équipements sportifs et j'en passe. Donc ça peut parfaitement lutter contre la pauvreté. On peut dire que, dans un sens, oui. Quand on sent qu'il y a des footballeurs qui créent des fondations, Samuel Eto'o, Didier Drogba, il y a ça aussi qui sauve carrément le village, son village qui est classé parmi les villages les plus pauvres en Espagne. Et je pense que par la contribution, par la redistribution financière qu'on gagne par le football, on l'emploierait peut-être à sauver quelques vies et à lutter contre la pauvreté. Ça ne vous a pas échappé, vous savez que plusieurs pays de la CEDEAO participent en même temps à la CAN et sont sur le champ de bataille ici au Mali. C'est le cas du Niger, qui a été éliminé malheureusement, mais il y a le Burkina Faso, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Cap-Vert, le Nigeria, le Togo et bien entendu le Mali lui-même. Alors, est-ce que la tenue de la CAN dans ces conditions-là peut avoir un impact sur la perception que les populations ont sur le déroulement de la guerre?
Bon, personnellement, je ne fais pas de liaison. Je sais que, s'agissant de l'équipe malienne qui est, elle, concernée en première ligne, il va de soi qu'ayant des parents au Mali et étant en situation de guerre, la canne, forcément, la guerre dépeint sur leur canne. Maintenant, est-ce qu'ils vont capitaliser cette situation pour avoir plus de volonté à ramener un peu plus de choix au cœur des Maliens, ou est-ce que ça va dépendre sur eux en termes de stress et de retenue? Voilà, ça c'est du côté malien. Mais les autres pays, bon, ils sont certes solidaires de ce qui se passe au Mali, même à mon avis, la présence de leurs militaires sur le territoire malien, comment dirais-je, le fait de supporter leur équipe ne vont pas forcément aller de pair. Ça, c'est mon avis à moi. Bien, oui, M. Gakou. Oui, mais écoutez, c'est ça, hein, la vie, c'est un peu justement la juxtaposition de tous ces petits moments, agréables ou pas agréables. Et comme je l'ai dit tantôt, pour moi, le foot est un phénomène psychologique très important qui souvent nous amène à transcender pendant le moment les difficultés de la vie. Et je pense qu'en cela, la CAN est tout à fait symptomatique. Parce que vous verrez, hein, c'est pas les footballeurs qui vont faire les opérations militaires, mais quand vous regardez un match, eh bien, avec les buts, vous voyez tout de suite, vous sentez que les foules se déchaînent et c'est le délire, c'est la joie. Mais cela ne signifie pas pour autant que quelque part les cœurs ne sont pas pincés, mais comme j'ai dit, il faut un peu de tout ça ensemble, c'est ça la vie. TP Mazembe étant l'une des quelques rares exceptions qui confirment la règle, pourquoi faut-il que les jeunes Africains s'expatrient hors du continent pour se donner les chances de faire du football un métier qui leur permette de gagner leur pain? Pourquoi? Mais c'est aussi simple que ça. En Afrique, nous n'avons pas l'environnement ni les moyens qui puissent permettre de retenir un footballeur. Donc ça devient le rêve de tous les footballeurs. Ils vont dans des pays où existe le professionnalisme. Et le professionnalisme existe dans ces pays à très belle durée. Pour l'histoire, je vous dirais que le professionnalisme est apparu pour la première fois, la première apparition, c'était en 1876 en Angleterre. Et là, je dis bien apparu. Ce n'est qu'en 1885 que les Anglais, en 1885, tenez-vous bien, ça date pas d'aujourd'hui, que les Anglais ont accepté la première fois la première forme de professionnalisme. En France, ça date de 1930. Donc, c'est qu'est apparu ce qu'on appelle l'amateurisme marron, qui existe aujourd'hui en Afrique. L'amateurisme marron, c'est quoi? C'est le joueur auquel on donne des rémunérations occultes. Alors, le football féminin exerce moins d'attrait que les compétitions masculines. Alors, comment vous expliquez cette différence d'abord? Et puis, est-ce que vous pensez qu'un jour, la CAN des filles aura le même succès populaire que la CAN des garçons? Mais là, je vais commencer par M. Gakou. Là, j'avoue que je ne saurais pas vous dire, répondre à cette question, mais c'est vrai que ça gagnerait beaucoup, n'importe quelle activité contemporaine de nos jours, gagnerait avec la mixité. Mais ceci dit, c'est quand même un sport très masculin. Au départ, je ne le dis pas parce que c'est exclusif, mais je dis que le constat pour l'instant, c'est un peu ça. On a très rarement vu des femmes. Peut-être que M. Keita nous dira un peu plus. Mais pour ma part, je pense que ce n'est pas une porte fermée, quoi. Mais M. Keita, votre avis? Bon, sport masculin, au départ, il a dit, c'est vrai. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est en train de changer. Et soyez sûr que ça va changer. Et, le football féminin aujourd'hui attire de plus en plus de spectateurs. Et on assistait à une très belle Coupe d'Afrique des Nations récemment en Guinée équatoriale, où tous les ingrédients étaient de mise.
Et la dernière Coupe du Monde, tant bien de catégories de jeunes, de filles et seniors, juniors également, lui a de belles appoignades. Et je peux vous dire qu'il y a des vedettes aujourd'hui, des stars de football féminin, tant bien au Brésil qu'aux États-Unis. Ceci dit, même au Mali, il y a de très belles équipes. Très belles équipes, l'AS Mandé, l'USFAS, les Amazones, j'en passe. Et venez un jour, enfin je vous inviterai un jour à venir voir, vous verrez que les tribunes ne sont pas moins désemplies que celles des hommes. Donc intéressez-vous, vous vous rendez compte que ça prend de plus en plus d'ampleur. Je profite d'ailleurs de l'Africa pour servir de tremplin médiatique pour ce football-là, vous verrez. Merci, Monsieur Keita. Alors, dernière question de ce volet, parce que nous arrivons à la fin de cette deuxième partie. D'après vous, sans chauvinisme, quel pays remportera le trophée 2013? Moi, je n'ai pas de boule de cristal. Et j'avoue que je ne saurais pas répondre. Monsieur Keita? Ouais, ça j'abonde dans son sens, bien malin qui pourrait le dire. Et moi, le football, le temps que j'ai passé dedans me fait comprendre qu'un match n'est jamais joué d'avance. On peut jouer le jeu des pronostics pour se faire plaisir, pour faire plaisir aux téléspectateurs. Mais je vous dis, des 8 quarts de finalistes, tout le monde a sa chance. Et à mon avis, aussi paradoxal que ça peut être pour certaines personnes, tout le monde a la même chance. On me signale que nous avons déjà un téléspectateur en ligne, Monsieur Amadou Sidibé de Bamako, au Mali. Ma question est de savoir qu'aujourd'hui, l'armée française est arrivée à Kidal, les forces spéciales, disons, sans l'armée malienne, contrairement aux 3 autres régions. Le MNLA occupe Kidal. Est-ce que cet acte posé par l'armée française veut dire que la France s'assise avec le MNLA qui a du sang sur la main, qui ne reconnaît pas l'intégrité territoriale du Mali? Parce que je ne comprends plus rien. Merci. Alors, M. Gakou? Oui, je comprends très bien la question, mais je dois dire que ça ne signifie pas du tout que l'armée française soutient qui que ce soit. Ça veut dire simplement que l'opération militaire en cours est entrée dans une autre phase. Et vous savez, la phase actuelle est une phase particulière qui peut-être militairement exigeait la posture qu'on observe actuellement à Kidal, compte tenu de peut-être une hypersensibilité de la situation. Il y a beaucoup de responsabilités qui sont en jeu à cet endroit-là, sur la période actuelle. Et je pense que il ne faut pas interpréter cette situation hâtivement. Elle va évoluer très rapidement. Et je pense que il appartient aux autorités politiques de dire quelle est la lecture à faire de cette situation, et je pense qu'ils ne manqueront pas de faire connaître à l'opinion publique ce qui est en train de se passer. Et a priori, je suis persuadé qu'il n'y a pas de parti pris. Il y a une situation de gel, et cette situation de gel a probablement un but politique. Eh bien, il appartient aux politiques de déclarer leur intention. Et je pense qu'on aura bientôt l'occasion de le savoir au grand jour, parce que on apprend que sous peu, des éléments de langage sont attendus dans l'opinion sur ces questions. Très bien. Nous avons un autre auditeur, Monsieur Aka, qui téléphone d'Abidjan. Oui, Monsieur Aka, vous êtes à l'antenne d'Africable Télévision. À votre avis. D'abord, je tiens à remercier Africable Télévision pour cette initiative qui nous permettra de nous exprimer et puis d'avoir des réponses à nos questions et à nos inquiétudes. Ma question, elle est la suivante. Pensez-vous que le Mali et la CEDEAO sont en mesure de sécuriser les zones libérées sans l'aide de la France?
Ok, j'ai compris la question. Oui, c'est souhaitable, mais vous savez, il faudra toujours, il y aura toujours besoin de logistique et de renseignements, et qui sont des capacités à des puissances qui sont ni la CEDEAO ni le Mali. Donc, à mon avis, oui, sous réserve que ces conditions soient réunies, et parce qu'il faut aussi se rendre compte que la phase prochaine de ce conflit n'est pas forcément une phase à court terme. Et donc, il faut prévoir des actions en profondeur et dans des régions très reculées. Ça appelle un certain type de moyens qui peut-être ne sont pas à la disposition des entités que vous évoquez. Alors, on a un troisième appel qui nous vient de Niamey, du Niger. Monsieur Touré, vous êtes à l'antenne d'Africable à votre avis. Bien sûr. Je remercie d'abord Africable pour ces initiatives. Là, ma question, quel était le risque encouru par le Mali et la sous-région si les djihadistes n'avaient pas été stoppés à Konna? Bon, je crois que j'ai répondu un peu. J'ai dit la menace, c'était un péril imminent. C'est-à-dire, d'abord, vous avez la destruction de l'État malien et sa disparition en tant qu'État. Ensuite, lorsque l'État malien disparaît et que le contrôle politique, militaire du pays retombe entre les mains des djihadistes, eh bien, c'est la ruée de tous les djihadistes. Et la situation à ce moment serait devenue telle que il serait difficile de la traiter militairement parce que tout simplement, elle aura échappé à toutes les normes imaginables. Et donc, le Mali n'étant pas isolé, c'est-à-dire le Mali est frontalier de 7 pays. Donc, vous voyez que c'est comme les vases communicants, c'est aussi simple que ça. Dès lors que le Mali est déstabilisé de manière profonde, eh bien, c'est inévitable que cela dérive ou déborde, si vous voulez, sur tous les pays de la sous-région. Et du coup, c'est comme une gangrène, c'est-à-dire ça va essaimer progressivement jusqu'à l'Europe. Et c'est en cela que il faut voir l'enjeu du problème. Et c'est à la lumière de tout ça qu'il faut aussi comprendre l'intervention internationale au Mali. Alors, nous avons un appel de Tokyo. Ok. Mademoiselle Cissé. Oui, tout à fait. J'appelle de Japon où il est exactement 9h du matin. Et avant de poser ma question, je voudrais féliciter quand même Africable Télévision, la chaîne des Africains, de la diaspora, la chaîne qui nous permet, nous, Africains, de nous exprimer sur les sujets du continent. Alors ma question était la suivante. Comment faire avec la crise politique malienne, considérée comme principal responsable de la situation de crise et d'impotence de l'État face à une agression extérieure? J'ai pas bien entendu sa question. Alors la question, si j'ai bien compris, elle disait comment faire avec la classe politique malienne qu'elle considère, elle, comme principale responsable de la situation de crise et d'impuissance dans laquelle se trouve l'État du Mali. Bon, d'abord, c'est son analyse. Moi, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a un concours, si vous voulez, simultané de plusieurs facteurs qui, à un moment donné, se sont agrégés au Mali pour donner naissance à une crise politico-sécuritaire. Ça, on est d'accord. Maintenant, parlant de la classe politique, c'est évident que si on s'en remet à cette sorte de chien-lit qui était dans la vie politique, c'est-à-dire où chaque matin on se réveillait avec une ou deux manifestations entravant la vie publique, c'est vrai que
ce n'était pas de nature à apaiser, ou même ce n'était pas de nature à redonner au pays, si vous voulez, toutes les capacités dont elle avait besoin, c'est-à-dire en ces moments cruciaux, pour faire face à la situation. Ceci est regrettable parce que, tout simplement, certains politiques n'ont pas réussi à comprendre les enjeux et à placer le Mali au-dessus de leurs intérêts partisans. Alors, le temps passe, je m'excuse, monsieur Gakou. Oui. Le temps passe, on va prendre encore un appel. Monsieur Kamat, qui nous appelle de Bamako. Monsieur Kamat, vous êtes à l'antenne à votre avis. Alors, ma question porte sur comment éviter à l'avenir que des situations comme celles que le Mali connaît ne se reproduisent. Puisqu'on sait que de manière récurrente, certains groupes prennent des armes contre leur propre État et pas seulement au Mali. C'est le cas du Niger, du Tchad, de la République centrafricaine et à RD Congo récemment. Ok. Oui, de manière générale, c'est vrai qu'il a cité des cas qui sont identiques mais pas semblables. Dans le cas malien, il y a effectivement une part de rébellion irrédentiste, hein, des nationaux qui ont cru devoir prendre les armes pour faire des revendications, alors même que le contexte malien est un contexte démocratique où on n'a pas besoin de ça pour se faire entendre. Donc c'est quelque chose, ce sont des logiques de conquête, enfin, c'est des logiques de pouvoir, c'est-à-dire les gens cherchent à s'approprier, si vous voulez, les bienfaits du pouvoir. Et c'est ça qui est malheureusement à l'origine de toutes ces dérives. Mais sa question, c'est une question de perspective. Peut-être à laquelle on ne peut pas apporter des réponses, si vous voulez, toutes faites. Il y a un aspect qui est partagé à toutes les rébellions, c'est que c'est des gens qui s'estiment lésés à tort ou à raison et qui pensent que il faut prendre les armes pour se faire entendre. Et en même temps, on peut interroger, on peut questionner les conditions d'existence et l'exercice même du pouvoir par l'État. On peut questionner, il y a beaucoup de questions qui entrent en ligne de compte, en particulier la redistribution des ressources et aussi, si vous voulez, la participation de l'ensemble, si vous voulez, des citoyens à la gestion de la chose politique à travers les systèmes institutionnels les plus rodés, et etc. quoi. Ok, voilà. D'accord. Merci, Monsieur Gakou. Nous allons, puisque le temps qui nous est imparti est en train de se réduire comme peau de chagrin, nous allons passer à des questions sportives. Et on me signale Madame Fabienne Sommet qui appelle de Ouaga. Madame Sommet, vous êtes à l'antenne à votre avis. Ma question est la suivante. Pourquoi y a-t-il toujours des problèmes entre certaines fédérations africaines de football et les joueurs des équipes nationales? D'accord. Monsieur Keita, vous avez compris la question? Oui, tout à fait. Très bien. Tout à fait. Effectivement, on assiste ça et là au niveau de certaines fédérations à des petits conflits entre joueurs de l'équipe nationale et la fédération. Moi, je crois que cela est dû aussi bien aux joueurs eux-mêmes qu'aux dirigeants fédéraux. Lorsque les fédérations sont en place, ils sont pressés à jouer les compétitions africaines. Ils mettent pas une politique bien définie en place qui comporterait même une charte de bonne conduite des joueurs. Ils ne se fixent pas des objectifs de long terme, ils veulent tout de suite une Coupe d'Afrique et courent derrière ce que j'appelle les vedettes, qui ne sont pas... On s'agit d'équipe nationale. Ça, c'est mon avis tout à fait personnel. Ou le sentiment patriotique, ou c'est comme l'armée, pour moi, l'équipe nationale. Donc, à l'absence de charte de bonne conduite, ils ont souvent des différends avec les joueurs vedettes. Et souvent des différends qui
à mon avis, n'ont même pas de raison d'être. Je vous donne un des exemples les plus récents. Le 14 novembre de l'an dernier, il y a le Togo qui a joué un match amical avec le Maroc. À l'issue de ce match, Adebayor s'est penché sur toutes les antennes en disant qu'ils ne jouaient plus parce que leurs primes n'ont pas été payées, leurs primes de voyage, et en disant que ils avaient des équipements, des maillots, enfin des équipements insuffisants. Cela ne valait pas la peine, mais c'est à l'absence, comme je lui dis, de cadre bien défini, dans la mesure où les primes dont il parlait, il s'est même permis d'appeler la fédération marocaine, qui lui a dit qu'ils ont remis 35 000 $ à la fédération togolaise, et il s'est dit pourquoi on n'a pas partagé ça entre eux, et c'était pas à partager justement. Parce que cela a été donné, c'était pour rembourser les billets de voyage et tout ce qui s'ensuit. Moi je dis, ce genre de conflit, on ne le retrouve pas dans certaines équipes nationales, qui cependant font des résultats. Voyez-vous le Cap-Vert, voyez-vous l'Éthiopie, voyez-vous d'autres nations où il y a moins de vedettes, où ils sentent l'appel au drapeau national, où le patriotisme est encore de mise, et là on ne rencontre pas ce genre de problème. C'est vrai que les dirigeants aussi ont leur faute, parce que eux-mêmes sont assez complexés par rapport à ces joueurs-là, eux-mêmes ne définissent pas les cadres dans lesquels ils doivent évoluer, et donc ça crée des... Voilà, on me signale que nous avons une téléspectatrice en ligne, Mademoiselle Balkissa, vous êtes sur Africable, à votre avis, vous téléphonez de Bamako, m'a-t-on dit. En général, le gouvernement africain n'investit dans le football qu'à la force des compétitions internationales. Alors, comment peut-on développer le football dans ces conditions-là? Moi, je comprends très bien l'attitude des gouvernements. Sinon, les gouvernements ont des subventions pour toutes les fédérations. Mais à l'approche des compétitions internationales, ils en font un peu plus. Ce rôle, à mon avis, est plutôt dévolu aux fédérations qui doivent vendre l'image de l'équipe nationale. Qui doivent vendre l'image de l'équipe nationale. Et la fédération française, je reviens là-dessus, malheureusement. Je reviens là-dessus, fonctionne comme une entreprise. Je vous donne le chiffre d'affaires 2007-2008 de la Fédération française, c'est 186 millions d'euros. Et je vous donne leur bénéfice, c'est 5,6 millions d'euros. Parce que simplement, ils sont adressés à des professionnels pour ça, qu'ils ont vendu l'image de l'équipe de France. Or, d'autres pays ont remporté des Coupes d'Afrique sans pouvoir, comment dirais-je, s'adresser à des professionnels qui puissent vendre leur image. Autrement dit, lorsque le gouvernement français donne l'argent à la Fédération française, c'est un appui parce qu'elle gère l'équipe nationale de France, qui est l'image de la France. Mais en réalité, l'entreprise équipe nationale de France elle-même se génère suffisamment d'argent avec des gros sponsors que sont TF1, que sont Général de Suez, que sont le Crédit Agricole, j'en passe. Donc, on ne peut pas en vouloir au gouvernement qui font assez, qui payent les primes de match. Je vous l'ai dit, on parlait de primes de match tout à l'heure. C'est pas la fédération qui paye. C'est en fait dans certains pays tels que le Mali et j'en passe, c'est la fédération, c'est le gouvernement qui paye et les billets et les primes. Mais par contre, le club Mali est géré par la fédération qui peut se permettre de vendre le club national et générer des ressources telles que on ne soit pas... voilà. Très bien, monsieur Keita. Nous avons un appel de Lomé. Monsieur Teko, vous êtes sur Africable. Ma question est la suivante. Pourquoi le professionnalisme tente-t-il à se développer dans le football africain? Je crois que vous avez déjà répondu. Vous avez déjà répondu. Je veux dire que le professionnalisme existe en Afrique. Aussi bien en Afrique du Sud, en Algérie, en Côte d'Ivoire, au Bénin. Mais une fois de plus, vous l'avez dit, c'est le cadre réglementaire et même, disons, l'absence de vision des dirigeants en place qui n'arrivent pas à dénouer ce problème-là. D'accord. Nous allons prendre un dernier appel qui nous vient de Dakar. Monsieur Dia, vous êtes à l'antenne à votre avis. Posez votre question. J'ai une question toute simple. Les clubs africains gagnent-ils quelque chose lorsqu'ils transfèrent un joueur dans les grands clubs de l'extérieur? La question que je voudrais bien poser à l'équipe à votre avis. Alors, est-ce que les clubs africains retirent quelque chose lorsqu'ils transfèrent leurs joueurs dans des grands clubs européens, par exemple? Forcément. Il n'y a pas de transfert sans retombée financière. C'est à deux niveaux. Il y a ce qu'on appelle l'indemnité de formation pour
un club qui transfère un jeune joueur de moins de 23 ans et qui se trouvait être amateur, les clubs ayant participé à sa formation bénéficient d'indemnités fixées par la FIFA. Il y a également ce qu'on appelle l'indemnité de transfert. Lorsque ce joueur-là a un contrat en bonne et due forme avec le club, là-dessus les deux clubs conviennent de cette indemnité et à ce niveau, les clubs africains ont quelque chose, ont des retombées financières dans ces transferts-là. Maintenant, est-ce que ils en ont suffisamment? Est-ce que c'est bien négocié? Est-ce qu'en retour, ces retombées-là sont utilisées à bon escient pour permettre le développement de nos clubs? Bon, c'est les questions à se poser. Voilà. Très bien. Alors, nous arrivons malheureusement à la fin de notre émission. La semaine prochaine, nous discuterons de votre avis sur le cas Charles Blé Goudé. Et la question est la suivante. Charles Blé Goudé doit-il être jugé en Côte d'Ivoire ou à la Cour pénale internationale si celle-ci demandait son transfert à La Haye? Première question. La seconde question est, êtes-vous satisfait de la gestion de la ville dans laquelle vous vivez? Vous pouvez participer, comme je vous l'ai dit, en téléphonant à votre avis, 00223 44 20 80 80, ou vous nous envoyez votre avis par SMS au 00223 74 22 59 73, ou encore par mail à votre avis @africabletelevision.com. Merci Monsieur Gakou. Merci M. Keita de nous avoir accompagnés dans cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain, 20h30, temps universel, sur Africable Télévision. Bonne soirée à vous.